Genève, 18 octobre 2024, les leaders mondiaux se réunirent sous des lumières éclatantes, une musique apaisante et une tension silencieuse. Le monde était épuisé, las des conflits, de la faim et des inégalités croissantes. Ce sommet devait être une énième mise en scène télévisée de poignées de main et de promesses à demi-mot, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Barack Obama, désormais un homme d'État respecté, entra avec une assurance discrète, calme, posée, devant s'exprimer plus tard. Les caméras se tournèrent vers lui, les reporters se penchèrent, puis, depuis la section gauche de la salle, un nom fut murmuré parmi les délégués, c'est Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso. Il entra, sans grand geste, mais avec une présence profonde, pas de costume taillé sur mesure, il portait son uniforme militaire, propre et sobre, sans épingle d'or, sans diamant, juste de la sincérité. Certains diplomates levèrent les yeux au ciel, que peut offrir un homme d'un petit pays africain ? Murmura quelqu'un au fond. Mais Traoré ne s'y a pas, il prit place calmement, main jointe, regard fixé sur la scène. Personne n'aurait pu imaginer qu'en une heure à peine, il réduirait la salle entière au silence et ferait pleurer Barack Obama. Son nom n'était pas sur la liste officielle des orateurs, le sommet portait sur l'unité mondiale et la reprise post-pandémique, les discours étaient préparés. Mais un moment de silence changea tout. Pendant une pause, une jeune déléguée du Niger se leva, la voix tremblante, « Je sais que ce n'est pas le protocole, mais le capitaine Traoré peut-il dire quelques mots ?» La salle s'agita, mal à l'aise, les regards se croisèrent, un organisateur murmura dans son oreillette. Obama, assis calmement, hocha la tête, « Je pense que nous devrions l'écouter, » dit-il. Des murmures parcoururent la salle, quelques applaudissements retentirent, la plupart observés en silence. Traoré s'avança, sans notes, sans téléprompteur, alors qu'il se tenait derrière le pupitre, les caméras au homer, les journalistes s'attendant à une déclaration vague se préparaient à décrocher. Puis il commença, « Je ne viens pas parler de politique, je viens parler de douleur et de la promesse qu'elle engendre. » La salle se figea, sa voix était douce mais tranchante, son accent clair, sincère. Il regarda directement Obama, puis les caméras, « Cette année, j'ai vu des garçons fouiller les ordures pour manger, des filles forcées de se marier à 13 ans pour survivre, pas dans une zone de guerre, dans des villages oubliés par les hommes en costume. » Silence, même les traducteurs cessèrent de taper, il ne parlait pas politique, il parlait vérité. Obama bougea sur son siège, Traoré poursuivit, « Vous parlez de reconstruire des économies, dit-il, le regard ferme, mais que dire à une mère qui voit son enfant mourir, pas à cause de la guerre, pas à cause de la maladie, mais parce qu'un projet d'aide d'1 milliard de dollars n'a jamais quitté la salle de réunion. » Un souffle résonna dans l'immense salle. Aucun enfant africain ne devrait grandir en pensant que sa vie vaut moins que celle d'un enfant à Paris ou New York. Il marqua une pause, ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'émotion contenue. « Je ne suis pas né pour diriger, » murmura-t-il, « je suis né dans une petite maison sans électricité, mon père est mort en portant des briques pour des hommes qui n'ont jamais connu son nom. » Obama se pencha légèrement, ses yeux fixes, sa mâchoire serrée. « Mais je suis là, » dit Traoré, « parce que même les oubliés peuvent s'élever. » Quelqu'un renifla dans la foule, puis Traoré regarda Obama, « Monsieur, vous avez dit un jour, nous sommes le changement que nous cherchons. Mais le changement ne vient pas de Washington ou de Paris, il vient quand le monde cesse de regarder l'Afrique comme un patient et commence à l'écouter comme un prophète. » Obama ferma les yeux, quelque chose en lui se brisa, et le monde entier le ressentit. La voix de Traoré s'abaissa, plus douce mais plus lourde encore, « J'avais un frère autrefois, » dit-il, son nom était Khalifa. Toutes les oreilles étaient ouvertes, tous les regards sur lui. Nous étions enfants, nous jouions avec de vieux pneus, nous courions après les chèvres, nous ne rêvions pas d'avion ou d'ordinateur, juste de riz, peut-être de viande le dimanche. Il sourit faiblement, puis déglutit, à 10 ans, Khalifa a marché 5 kilomètres pour trouver du pain, il n'est jamais revenu. Obama se recula, quelque chose dans sa poitrine se serra. Quelqu'un l'a poignardé pour un morceau de pain sec, c'est ça, la pauvreté, elle ne vole pas seulement la nourriture, elle vole la dignité, elle apprend aux enfants à se battre, pas à vivre. La traductrice au fond avait cessé de taper, elle pleurait. Traoré balaya la salle du regard, « Je sais ce que les gens pensent quand ils regardent mon pays, pauvre, violent, instable, mais nous ne sommes pas des statistiques, pas votre projet, nous sommes des gens, avec des noms, des tombes, des souvenirs. » Il marqua une pause, « Mon frère est mort pour du pain, mais je suis ici aujourd'hui pour nourrir une autre faim, une faim de justice. » Obama ne clignait pas des yeux, son regard fixé, quelque chose se déroulait, quelque chose dont le monde n'était pas prêt. L'air s'alourdit,
certains délégués éteignirent leur téléphone, d'autres prirent des notes, pas par obligation, mais par besoin de se souvenir. Traoré n'avait pas haussé la voix, mais ses mots résonnaient comme le tonnerre. Une femme de Norvège murmura à son assistant, « Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de cet homme auparavant ?» De l'autre côté, une diplomate sud-africaine essuya ses lunettes, les doigts tremblants. Les journalistes cessèrent de Twitter, les caméras au Homer, et Barack Obama n'avait pas bougé, sa main gauche couvrait sa bouche, ses yeux brillants, son âme ailleurs. Traoré poursuivit, au Burkina Faso, nous ne demandons pas la pitié, nous demandons le partenariat, quand vos entreprises prennent notre or, nous demandons pourquoi nos écoles n'ont pas de livres, quand vos accords sont signés à huis clos. Genève, 18 octobre 2024, les leaders mondiaux se réunirent sous des lumières éclatantes, une musique apaisante et une tension silencieuse, le monde épuisé, las des conflits, de la faim et des inégalités croissantes, attendait d'un sommet censé n'être qu'une énième mise en scène télévisée de poignées de main et de promesses à demi-mot, mais quelque chose d'inattendu se produisit, Barack Obama, désormais un homme d'État respecté, entra avec une assurance discrète, calme, posé, devant s'exprimer. Plus tard, tandis que les caméras se tournaient vers lui, les reporters se penchaient, et un nom, Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, fut murmuré parmi les délégués depuis la section gauche de la salle. Il entra sans grand geste, mais avec une présence profonde, sans costume taillé sur mesure, portant un uniforme militaire propre et sobre, sans épingle d'or, sans diamant, juste de la sincérité, et bien que certains diplomates levèrent les yeux au ciel, se demandant ce qu'un homme d'un petit pays africain pouvait offrir, Traoré ne s'y a pas, prenant place calmement, main jointe, regard fixé sur la scène. Personne n'aurait imaginé qu'en une heure il réduirait la salle au silence et ferait pleurer Obama, son nom absent de la liste officielle des orateurs d'un sommet axé sur l'unité mondiale et la reprise post-pandémique, au discours préparé, jusqu'à ce qu'une jeune déléguée du Niger se leva, la voix tremblante, « Je sais que ce n'est pas le protocole, mais le capitaine Traoré peut-il dire quelques mots ?» La salle s'agita, mal à l'aise, les regards se croisèrent, un organisateur murmura dans son oreillette, mais Obama, assis calmement, hocha la tête, « Je pense que nous devrions l'écouter », déclenchant murmure, quelques applaudissements, et un silence attentif. Traoré s'avança, sans note, sans téléprompteur, et alors que les caméras au Homer, les journalistes prêts à décrocher s'attendant à une déclaration vague, il commença, « Je ne viens pas parler de politique, je viens parler de douleur et de la promesse qu'elle engendre », figeant la salle, sa voix douce mais tranchante, son accent clair, sincère, regardant directement Obama, puis les caméras, « Cette année, j'ai vu des garçons fouiller les ordures pour manger, des filles forcées de se marier à 13 ans pour survivre, pas dans une zone de guerre, dans des villages oubliés par les hommes en costume. » Silence, les traducteurs cessèrent de taper, il parlait vérité, pas politique, faisant bouger Obama sur son siège, tandis que Traoré poursuivait, « Vous parlez de reconstruire des économies, mais que dire à une mère qui voit son enfant mourir, pas à cause de la guerre, pas à cause de la maladie, mais parce qu'un projet d'aide d'1 milliard de dollars n'a jamais quitté la salle de réunion. Aucun enfant africain ne devrait grandir en pensant que sa vie vaut moins que celle d'un enfant à Paris ou New York. » Il marqua une pause, ses mains tremblant légèrement, non de peur, mais d'émotion contenue, murmurant, « Je ne suis pas né pour diriger, je suis né dans une petite maison sans électricité, mon père est mort en portant des briques pour des hommes qui n'ont jamais connu son nom. » Obama se pencha, yeux fixes, mâchoire serrée, et Traoré ajouta, « Mais je suis là, parce que même les oubliés peuvent s'élever. » Quelqu'un renifla dans la foule, puis Traoré regarda Obama, « Monsieur, vous avez dit un jour, nous sommes le changement que nous cherchons, mais le changement ne vient pas de Washington ou de Paris, il vient quand le monde cesse de regarder l'Afrique comme un patient et commence à l'écouter comme un prophète. » Obama ferma les yeux, quelque chose en lui se brisa, et le monde le ressentit, tandis que la voix de Traoré s'abaissait, plus douce, plus lourde, « J'avais un frère autrefois, son nom était Khalifa, captivant toutes les oreilles, tous les regards. Nous étions enfants, nous jouions avec de vieux pneus, courions après les chèvres, ne rêvions pas d'avion ou d'ordinateur, juste de riz, peut-être de viande le dimanche, sourit-il faiblement, déglutissant, à 10 ans, Khalifa a marché 5 kilomètres pour trouver du pain, il n'est jamais revenu, poignardé pour un morceau de pain sec, c'est ça, la pauvreté, elle vole la nourriture, la dignité, apprend aux enfants à se battre, pas à vivre. » La traductrice au fond pleurait, cessant de taper, et Traoré balaya la salle du regard, « Je sais ce que les gens pensent de mon pays, pauvre, violent, instable, mais nous ne sommes pas des statistiques, pas votre projet, nous sommes des gens, avec des noms, des tombes, des souvenirs. Mon frère est mort pour du pain, mais je suis ici pour nourrir une autre faim, une faim de justice. » Obama, regard fixé, assistait à quelque chose d'inattendu,
l'air s'alourdit, certains délégués éteignirent leur téléphone, d'autres prirent des notes par besoin de se souvenir, les mots de Traoré, sans hausser la voix, résonnant comme le tonnerre. Une femme de Norvège murmura, « Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de cet homme ?» Une diplomate sud-africaine essuya ses lunettes, doigts tremblants, les journalistes cessèrent de Twitter, les caméras au Homer, et Obama, main gauche sur la bouche, yeux brillants, amailleur, écoutait Traoré poursuivre, au Burkina Faso, nous ne demandons pas la pitié, nous demandons le partenariat, quand vos entreprises prennent notre or, nous demandons pourquoi nos écoles n'ont pas de livres, quand vos accords sont signés à huis clos, pourquoi nos hôpitaux n'ont-ils pas d'électricité ? Derrière lui, un grand écran affichait des statistiques silencieuses sur la faim mondiale, la mortalité infantile, l'analphabétisme, mais Traoré n'y pointa pas, tapant plutôt sa poitrine, la vraie crise n'est pas là dehors, elle est ici, dans nos cœurs. Pour la première fois, Obama prit un mouchoir, une larme discrète coula, il ne l'essuya pas tout de suite, la laissant porter son poids, la salle entière figée, les journalistes levant leurs caméras, personne n'osant parler. Traoré remarqua, mais ne s'arrêta pas, sa voix plus douce, comme s'adressant seulement à Obama, « Monsieur, je sais que vous avez porté de lourds fardeaux, que vous avez fait ce que vous pouviez quand vous le pouviez, mais je dois demander, avons-nous fait assez ?» Obama exhala lentement, profondément, et Traoré descendit du pupitre, sans attendre d'applaudissements, il n'y en eut pas, non par manque de désir, mais parce que personne ne pouvait bouger, un silence plus épais qu'aucun discours emplit la salle. Puis Obama se leva, la salle inspira à l'unisson, il marcha vers le micro, posa ses mains sur le bord, regarda Traoré, « Vous avez posé une question, dit-il doucement, et je n'ai pas de réponse. » Il marqua une pause, « Mais je n'ai jamais entendu quelque chose comme ce que vous venez de dire. » Se tournant vers la foule, « Mesdames et messieurs, je pense que nous devons nous asseoir et écouter cet homme, vraiment écouter. » Et juste comme ça, le monde commença à changer. Traoré s'assit lentement après les mots d'Obama, mais son esprit n'était plus dans cette salle, il était à Dori, un petit village du Burkina Faso, se souvenant du jour où il trouva le corps de Khalifa, un voisin frappant à la porte, les yeux pleins de chagrin, sa mère lâchant sa cuillère en bois, criant avant même que les mots ne fussent prononcés, « Ibrahim, il est parti. » Pas d'ambulance, pas de justice, pas de costume funéraire, juste une chemise déchirée, de la terre rouge, une tombe silencieuse, et Ibrahim, 12 ans, tremblant, tenant un verre d'eau, ne sachant comment pleurer. Cette image revint dans la salle du sommet, une larme se forma, mais il ne la retint pas, et la déléguée sud-africaine à côté de lui murmura, « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire, vous nous avez rappelé pourquoi nous sommes ici. » Traoré hocha la tête sans parler, il n'était pas là pour les applaudissements, mais pour Khalifa. De l'autre côté des océans, des millions de téléspectateurs, regardant le sommet en direct, pleuraient déjà, ignorant encore la vérité la plus douloureuse. Le lendemain matin, la salle bourdonnait, le discours d'Ibrahim Traoré était devenu viral, les chaînes d'information bouclaient la scène où Obama essuyait ses larmes, le clip dépassant 100 millions de vues en moins de 12 heures, mais personne n'était prêt pour ce que Traoré ferait ensuite. Il monta sur scène, sans invitation, sans annonce, tenant une clé USB, « Je veux partager quelque chose », dit-il, branchant la clé, l'écran derrière lui scintillant, montrant une vidéo tremblante filmée au téléphone, une voix étouffée par le vent, une école sans mur ni toit, juste des bâtons, des enfants sur des pierres, une femme enseignant les mathématiques sur un tableau en carton. Voici l'école primaire d'Urosuga, dit-il, une des 4000 écoles du Burkina Faso sans bâtiment décent, sans bureau, sans toilette. Puis vint le tournant, j'ai visité cette école le mois dernier, une enfant a marché pieds nus 3 heures pour y être, elle m'a dit, capitaine, je veux être médecin pour empêcher les enfants de mourir comme mon frère. Des hoquets emplirent la salle, Obama couvrit sa bouche, la fille dans la vidéo, Fatou, allait bientôt tout changer. Après la vidéo, le silence revint, mais ce n'était pas de la peur, c'était du chagrin, de la culpabilité, un éveil. Traoré brandit une feuille, elle m'a donné ceci, me demandant de le lire si je rencontrais quelqu'un d'assez puissant pour aider. Il déplia la lettre, cher grand leader, je m'appelle Fatou, j'ai 9 ans, mon frère est mort dans mes bras l'an dernier faute d'hôpital, j'ai essayé de le porter sur mon dos, mais il a cessé de respirer. Quelqu'un sanglota bruyamment. Je ne veux pas de jouets, continua la lettre, je veux des livres, des chaussures, une chaise pour ne pas m'asseoir sur des fourmis. Traoré s'arrêta, la voix brisée, elle a terminé ainsi, si vous aidez, je serai médecin et j'aiderai quelqu'un d'autre, je le promets. Il plia la lettre lentement, puis dit doucement, Fatou regarde ce sommet en ce moment sur la télévision d'un voisin. La salle s'effondra, mais le monde commençait à peine à écouter. Le sommet, déjà chargé d'émotions, fut bouleversé par ce qui suivit.
Obama se leva, sans attendre d'applaudissements ni de reconnaissance, demandant simplement « Puis-je parler ?» Le modérateur hocha la tête, Obama marcha vers le micro, son visage différent, exposé, brut, loin de l'orateur posé que le monde connaissait. Il posa ses mains sur le pupitre, regarda Traoré. « Quand j'étais président, j'ai vu de la douleur, mais je n'ai jamais pleuré en public, pas une fois, dit-il, marquant une pause, mais hier, j'ai pleuré, car j'ai réalisé quelque chose, je n'avais jamais écouté assez profondément, ni les voix comme celle de Fatou, ni les leaders comme Ibrahim. » La salle fut stupéfaite, puis il ajouta, « J'ai visité une école sans toit au Kenya, mais je suis parti, je n'ai pas passé la nuit, je ne me suis pas assis dans la poussière, je n'ai pas tenu un enfant malade dans mes bras comme lui. » Obama se tourna vers Traoré et dit ce que personne n'attendait, « Vous m'avez rappelé qui je voulais être. » Genève, 18 octobre 2024, les leaders mondiaux se réunirent sous des lumières éclatantes, une musique apaisante et une tension silencieuse, le monde épuisé, las des conflits, de la faim et des inégalités croissantes, attendait d'un sommet censé n'être qu'une mise en scène télévisée de poignées de main et de promesses à demi-mot, mais Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, entra avec une présence profonde, sans costume taillé sur mesure, juste un uniforme militaire sobre, et en 1 heure, il réduisit la salle au silence, faisant pleurer Barack Obama avec des mots simples et vrais, « Je ne viens pas parler de politique, je viens parler de douleur et de la promesse qu'elle engendre. » Il raconta la mort de son frère Khalifa, poignardé à 10 ans pour un morceau de pain, et demanda pourquoi les enfants africains grandissent en pensant que leur vie vaut moins qu'à Paris ou New York, tandis qu'Obama, ému, laissait couler une larme. Traoré poursuivit, montrant une vidéo d'une école sans mur, où une fille, Fatou, 9 ans, rêvait de devenir médecin pour empêcher d'autres morts comme celle de son frère, sa lettre lut à haute voix brisant la salle, « Je ne veux pas de jouets, je veux des livres, des chaussures, une chaise pour ne pas m'asseoir sur des fourmis. » Le lendemain, son discours viral dépassa 100 millions de vues, et Traoré, sans invitation, partagea une photo d'un hôpital à Djibo, un mur fissuré, un poteau à perfusion rouillé, 2 infirmières utilisant des téléphones pour accoucher un bébé. Il raconta une nuit où le générateur tomba en panne, un garçon, Salif, mourant sans oxygène à 2h17, ces derniers mots, « Dis à ma mère que je n'ai pas pleuré. » La salle pleura, Obama envoya un texto, « Nous devons agir immédiatement, appelle-moi. » Ce soir-là, derrière des portes closes, sans caméra, Obama et Traoré, l'un de Chicago, l'autre de Ouagadougou, pleurèrent et planifièrent quelque chose de grand. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, #Ibrahim Traoré trendant dans 30 pays, une enseignante new-yorkaise lança une collecte pour un toit pour l'école de Fatou, une infirmière brésilienne donna son salaire pour l'aide médicale, un garçon de Tokyo envoya ses chaussures au Burkina Faso. Une lettre de Fatou arriva, écrite d'une main tremblante, « Cher oncle Ibrahim, j'ai vu que tu as lu mes mots, mon village a crié, tu m'as fait croire que je peux être présidente et réparer toutes nos chaises cassées. » Traoré, voix brisée, lut la lettre, Obama plaça une main sur son cœur. Une vidéo cachée apparut, montrant Traoré, sans escorte, bandant la jambe d'un enfant en pleurs dans une clinique, un acte simple titré par un journaliste danois, « Voici l'homme que le monde a ignoré jusqu'à maintenant. » Obama tweeta, « C'est ça, le leadership, pas du spectacle, pas des mots, juste de l'amour. » Traoré, interrogé sur son silence à propos de cette visite, répondit, « Cet enfant n'avait pas besoin d'un président, mais d'un père. » Puis, une nouvelle interrompit le sommet, un séisme au Burkina Faso, des écoles et cliniques effondrées, des centaines de personnes piégées. Traoré se leva, « Je dois partir, mon sommet est là où mon peuple est sous les décombres. » Il sortit, sans hésitation, et Obama, suivi de toute la salle, applaudit, non par politesse, mais par respect. Cette nuit-là, des images satellites montrèrent Traoré creusant les décombres à main nue avec les villageois, CNN qualifiant cela d'acte de leadership moderne le plus désintéressé, un présentateur ghanéen disant, « Cet homme nous a montré ce que signifie être humain. » Un garçon de 6 ans, sorti des décombres après 18 heures, s'accrocha à Traoré, demandant, « Es-tu mon père ?» Traoré, les yeux humides, répondit, « Aujourd'hui, oui. » Cette scène brisa l'Internet par sa sincérité. À Londres, un présentateur de la BBC pleura en direct, à Lagos, des enfants dessinèrent Traoré tenant l'enfant, de Séoul à Sao Paulo, on parlait d'amour, d'humanité, de compassion. Obama, regardant les images, confia à un journaliste, la voix brisée, ce garçon n'a pas seulement été sauvé des décombres, mais d'un monde qui a oublié comment ressentir. Lors de la dernière session, Obama, imprévu, prit la parole, vous avez dit, Ibrahim, que le pouvoir n'est pas de parler plus fort, mais de s'agenouiller à côté des autres, qu'un président n'est pas là pour être applaudi, mais pour qu'on pleure sur son épaule,
que nous sommes leaders parce que quelqu'un a cru que nous ne partirions pas quand ça deviendrait laid. Ses yeux rougis, la salle immobile, Obama descendit et serra Traoré dans ses bras, suivi, un par tous les leaders, dans un moment inoubliable. De retour au Burkina Faso, pas de tapis rouge, juste des villageois avec des bougies, chantant doucement. Traoré marcha parmi eux, étreignant les mères, bénissant les enfants, posant son front contre celui des aînés en silence, puis, avec un petit micro, dit « Je ne suis pas allé au sommet pour parler, mais pour rappeler au monde que les oubliés ressentent, saignent, rêvent. Si j'ai fait quelque chose de mémorable, que ce soit ceci, je n'ai jamais abandonné mon peuple quand il en avait le plus besoin. » Le sommet fut rediffusé en 63 langues, faisant pleurer des gens dans des bus, bureaux, écoles. Une fille suédoise écrivit « Je veux être comme lui, pas célèbre, juste vrai. » Ce récit, si touchant, montre que la compassion est la plus haute forme de pouvoir, unissant le monde sans hausser la voix, prouvant qu'un homme, par l'amour et l'action, peut rappeler à l'humanité ce qu'elle a de meilleur.